Bonjour, alors aujourd'hui on va voir le théorème de Skolem-Mahler. C'est un théorème, voilà, l'occasion fait le larron, il est intéressant, mais surtout en ce moment il est conjoncturel parce que il vient de faire l'objet de l'épreuve 1 de l'agrégation interne de cette année 2023. Donc c'est quand même assez engageant hein, de le regarder de plus près. Bon, cette épreuve, j'en ai déjà dit ce que j'en pensais, mais on va positiver et on va en profiter pour regarder ce théorème. Le problème consistait en gros à montrer le théorème de Skolem-Mahler grâce à l'analyse p-adique. Ici, en fait, on va le faire autrement. On va montrer que l'analyse p-adique n'est pas vraiment utile dans ce théorème. On en dira quelque chose après. Alors, pour présenter le théorème de Skolem-Mahler, dans un premier temps, je vais raconter l'histoire des zéros de fonction. L'histoire des zéros de fonction, vous devez connaître tous qu'un polynôme de degré n ne peut pas avoir énormément de zéros, pas plus que n, voilà, quand on est sur k de x, et k est un corps. Même si k est juste un anneau intègre, ça vous devez le savoir. Bon, donc les zéros de fonctions qui ont des contraintes, du coup, ces contraintes se reportent sur les zéros. Hein, et après, le théorème suivant, c'est quand la contrainte, c'est on est sur C, et qu'on a, alors ça vous le savez ou pas, quand on a des fonctions holomorphes sur C, c'est-à-dire des fonctions de la variable complexe, dérivables en complexe, disons, eh bien, une fonction holomorphe sur un ouvert de C, il y a ce qu'on appelle le principe des zéros isolés, qui fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec les zéros. Forcément, les zéros sont isolés entre eux. Entre autres, on retrouve que sur un compact, alors, comme ils sont isolés, il va y avoir un nombre fini de zéros, un petit peu comme les polynômes. Vous voyez, c'est des théorèmes de rigidité. Là, ce qu'on va voir avec le théorème de Skolem-Mahler, c'est les zéros de suite récurrente linéaire entière. Bon, alors on va se donner des exemples, parce qu'on en connaît tous au moins une, la suite de Fibonacci. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, etc. On nous l'a chanté sous tous les tons. Eh bien, c'est une suite qui vérifie un plus 1 égale un plus un moins 1. Son polynôme caractéristique, c'est donc x2 moins x moins 1. Voilà. Et ce que je vais appeler SU, ou S tout court, ça va être l'ensemble des rangs de ces zéros, l'ensemble des n tels que un égale 0, voilà, S ici, hein, c'est comme ça que je le définis. Donc, il n'y a que pour le rang 0 qu'on va avoir un 0. Donc ici, c'est que pour le rang nul. Après, par croissance, on ne retrouvera jamais 0 dans la suite de Fibonacci. Si on avait commencé la suite de Fibonacci par 1, donc comme ça peut être des fois, le rang 0 c'est 1, on a 1, 1, 2, 3, 5, etc. Là, l'ensemble des zéros, c'est l'ensemble vide, évidemment. Donc pour l'instant, on voit bien que, on peut avoir le cas fini, le cas vide, mais est-ce qu'on peut avoir un cas infini sans que la suite soit nulle? Alors regardez, un exemple, c'est de prendre des polynômes cyclotomiques. Comme ça, on va avoir des périodes. Et là, je prends phi6. Phi6, qu'est-ce que c'est? Si vous ne savez pas ce que c'est phi6, c'est pas grave. C'est x2 moins x plus 1. Mais en tout cas, c'est un diviseur irréductible sur Q de x6 moins 1. Ce qui va faire, en gros, que il va y avoir une période 6, qui n'est pas forcément la plus petite période, mais il va y avoir au moins une période 6. Regardez, on va prendre un plus 1 égale, puisque phi6 c'est le polynôme caractéristique de notre suite, ça va faire que un plus 1 est égal à un moins 1 cette fois-ci. Et on va commencer par deux entiers, hein, il faut toujours commencer par des entiers, donc il faut que le polynôme soit un coefficient entier et commencer par des entiers. Voilà. Donc ici on a 1, 0, et maintenant, ici, on va avoir 0 moins 1, ça fait moins 1, moins 1 moins 0, ça fait moins 1, moins 1 moins 1, ça fait 0, 0 moins 1, ça fait 1, et 1 moins 0, ça fait 1, et là maintenant, on a 1 moins 1, ça fait 0. Et là maintenant, on voit qu'on a une période, puisqu'on a retrouvé un 0, et là on a une période 6. Voilà, tout simplement.
une période 6, et ce qui va faire que on peut comprendre toute la suite à partir de juste cette période, et ce qui va faire que l'ensemble des zéros, S, c'est l'ensemble des n congrus à 1 modulo 3. Vous avez le rang 1, le rang 4, le rang 7, etc. Voilà. Bon, eh bien, donc on peut avoir des zéros, un ensemble de zéros infini pour une suite récurrente linéaire entière non nulle. Le théorème de Skolem-Mahler dit tout simplement que là, on a vu à peu près tous les cas. Le cas général correspond exactement à une synthèse de ces cas-là. Donc, soit UN, une suite récurrente linéaire entière de polynômes caractéristiques P égale, bon alors, xn moins cn moins 1, xn moins 1, etc., moins c0. Je vais prendre pour la preuve c0 différents de 0. Alors ce polynôme, attention, il a un coefficient dans z de x. Hein. Voilà. Et bon, en fait, on pourrait se passer de ça, mais disons, on va le faire avec c0 différents de 0. Donc, le théorème affirme que si on appelle S l'ensemble des n, donc l'ensemble des zéros de la suite, l'ensemble des rangs n tel que un égale 0, alors je prends n dans grand N, eh bien, S est de la forme un ensemble fini, éventuellement vide, union, une réunion finie de suites arithmétiques. Donc ici, vous avez un ensemble fini, ici, vous avez un ensemble vide. Là, il n'y a pas de suite arithmétique. Ici, il n'y a pas d'ensemble fini, mais vous avez une suite arithmétique, là. Bon. Donc on a bien une réunion finie de suite arithmétique, union, un ensemble fini, éventuellement vide. Voilà. Donc ça, on fait le bilan de ces exemples-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple que l'ensemble des carrés, donc l'ensemble des éléments de la forme n carré, ne pourra pas être l'ensemble des zéros d'une telle suite. Voilà. Hein. Attention, ça peut être inclus, ne serait-ce que si la suite est nulle, mais ça ne pourra pas être égal. De la même manière, l'ensemble des éléments de la forme P puissance K, avec P un nombre quelconque, là pour l'instant, K dans N, ne peut pas être l'ensemble des zéros d'une suite récurrente linéaire entière. Voilà. Bon, donc c'est ce qu'on va montrer. Bon, c'est facile de voir que l'ensemble des carrés ne contient pas un ensemble fini de suite arithmétique, d'accord, parce que c'est de la stricte convexité. Si on avait une suite arithmétique, on aurait des choses qui se mettraient sur une droite, et l'ensemble des x au carré, des n au carré, ça suit une loi qui est strictement convexe. Voilà, histoire de se dire, se donner une petite raison qui va bien. La stricte convexité va très très bien pour expliquer ça. Alors, on va montrer le théorème de Skolem-Mahler. La stratégie, ça va être la suivante. On fixe P premier, tel que P ne divise pas C0. Comme C0 est non nul, on peut toujours trouver un P premier. Bien, on va appeler BP l'ensemble des suites, alors ça, vous allez voir, tel qu'il existe DI de Z, donc une suite DI d'entier, suite infinie, tel que Bn est égal à somme de I égale 0 à n, de I parmi n, P puissance I, DI. Voilà. Donc on a une suite comme ceci. On va poser BP égale l'ensemble des suites qui sont sous cette forme-là pour une suite DI donnée. Et regardez ce qu'on va montrer. On va montrer qu'il existe un petit r, donc on va partir de notre suite récurrente linéaire entière, et on va montrer qu'il existe un petit r strictement positif, tel que pour tout j de 0r moins 1, Bn égale UNR plus J, donc vous voyez ici, ça suit une suite arithmétique, appartient à BP, déjà. Donc ça veut dire que là, on aura vu UN comme une réunion disjointe de suites, de sous-suites, avec des rangs arithmétiques de raison R. Voilà. Et l'ensemble de ces sous-suites à rang arithmétique, eh bien, est fini, puisque J va de 0 à R-1. Alors maintenant, le deuxièmement, dans notre stratégie, c'est que
si on prend une suite de BP, toute suite de BP, à partir du moment où elle est non nulle, eh bien, l'ensemble de ces rangs qui l'annulent est fini. L'ensemble des n tels que Bn égale 0, que j'appelle Z indice Bn, est fini. Voilà. Donc ça fait vraiment penser au polynôme, hein, ou un polynôme. S'il est non nul, l'ensemble de ces zéros est fini. Sauf que ce n'est pas un polynôme, parce qu'ici, vous voyez que ici, si on voit comme un polynôme en n, eh bien n il peut aller vers l'infini. Vous voyez, ici, vous avez quand même un problème ici. Alors, donc, on va montrer le 1 et le 2. Je vais vous faire remarquer que dans le problème d'agrégation interne, le 1, eh bien, on le montrait, d'accord, bon, assez loin dans le problème, personne n'y arrive. Hein, vous inquiétez pas si vous n'êtes pas arrivé à cet endroit-là, c'était extrêmement loin, c'était au large du problème, mais cette partie-là, finalement, était admise. En plus, elle légitimait le fait d'avoir introduit le p-adique. Et là, je dis, d'une part, on n'a vraiment pas besoin du p-adique pour ça, et d'autre part, bah oui, pourquoi introduire le p-adique dans un problème si c'est pour dire, bah, on admet que dans le p-adique ça marche. Il y a quelque chose qui ne va pas. On dirait qu'il y a eu vraiment un bug, hein, dans cette épreuve. Et c'est bien dommage. Mais comme je vous disais, on va positiver et on va montrer ce théorème de Skolem-Mahler en suivant ce programme-là. Alors on y va pour le 1. Le 1, donc ça c'était dans le problème. Voilà, vers la fin. Hein. Il fallait montrer quelque chose comme ça, mais c'était pas dit comme ça non plus. Hein, attention. Donc, on va montrer que on a une suite récurrente linéaire. On va montrer qu'elle est réunion de sous-suites qui sont dans BP. Alors allons-y. D'abord, je vais commencer par écrire les choses matriciellement. Donc C, c'est la matrice, ça s'appelle C comme matrice compagnon, avec les coefficients ici. Donc je vous rappelle que le polynôme caractéristique, disons, si vous voulez, la suite, ce serait UN plus D est égal à C n-1 UN plus D-1, ouais, plus, etc., plus C0, U, N. D'accord, voilà. Donc, voilà donc la suite telle qu'elle est définie. Donc les CI sont dans Z, tout est dans Z. Là. Donc je pose UN égale petit un, donc ça c'est un vecteur colonne. Donc il est dans Z puissance D si vous voulez. D'accord. Donc ça va être dans MD de Z, hein, l'ensemble des matrices, un coefficient entier de taille D. Alors, tout est fait pour qu'on ait une suite géométrique, hein, UN plus 1 égale CUN. Effectivement, parce que UN plus 1, ça va commencer par petit u indice N plus 1, donc qui va être égal ici à UN plus 1. Et ensuite, le deuxième, ce sera UN plus 2 égale UN plus 2, etc., parce qu'il y a ce décalage de 1. Et à la fin, eh ben, il va y avoir UN plus D moins 1, mais comme on ajoute 1, ça va faire UN plus D, et qui va être égal à la somme des C0 UN plus C1 UN plus 1, plus etc. Et c'est-à-dire qu'on va bien avoir cette formule de récurrence. Donc ce que je dis, c'est que on peut, c'est très classique, hein, on peut voir cette formule-là comme juste une suite géométrique, mais de vecteurs colonnes, avec une matrice qui est là pour faire la raison, en quelque sorte, de la suite géométrique. Donc par récurrence, on a UN égale C puissance N, U0. D'accord, voilà. Alors maintenant, si je prends le vecteur canonique E1, c'est 1 et que des zéros, voilà, alors vous voyez bien qu'on récupère petit un en multipliant, en faisant E1 scalaire UN. Donc je le fais avec E1 transposé, hein, fois UN. C'est le produit matriciel d'un vecteur ligne fois un vecteur colonne, et donc on va avoir petit un. C'est clair. Et donc, oui, ça fait E1 transposé CN U0. Voilà, puisque UN c'est CN U0. Alors on va utiliser évidemment beaucoup l'associativité de la multiplication matricielle.
Et maintenant, vous vous rappelez que P ne divisait pas C0, et P premier, donc on va regarder les choses modulo P. Alors vous allez voir pourquoi. Bah, Cn bar, bah, ça va être C bar n quand on regarde modulo P. Modulo P, ça veut dire que je regarde tous mes coefficients, hein, au lieu de les voir dans Z, je les vois dans Z sur PZ, c'est-à-dire ce qu'on appelle Fp. Alors bien sûr, c'est compatible avec la multiplication, c'est-à-dire que quand on fait cette réduction, eh ben, on a A fois B, le tout bar, c'est A bar fois B bar. Pareil pour l'addition, etc. Là, on se sert surtout de la multiplication. Et le déterminant de C bar, bien sûr, c'est le déterminant de C, le tout bar, toujours par compatibilité. Regardez le déterminant ici. Le déterminant, ben, on regarde le déterminant par rapport à cette colonne, et donc il va y avoir juste C0 fois là le déterminant de l'identité, et donc qui fait 1. Alors là c'est en valeur absolue que je prends le déterminant, c'est plus ou moins C0 hein, selon la parité de D. Bien, donc ça veut dire que det de C bar, alors ouais, c'est pas tout à fait C0 bar, c'est plus ou moins hein, C0 bar, mais en tout cas, comme P ne divise pas C0, c'est différent de 0, ce qui fait que la matrice, maintenant dans Fp, vue dans Fp, elle est inversible, ce qui n'était pas le cas quand elle était vue dans Z, hein, puisque C0, lui, n'était pas inversible. Bon, sauf si C0 égale plus ou moins 1. Bon, alors ici, on a donc un élément de GLD de Fp. On le sait, GLD de Fp, c'est un groupe, bien sûr, bon, et c'est un groupe qui est fini, d'accord? Puisque ici, tous les coefficients, il y en a un nombre fini. On sait le calculer, bon, ça c'est pas un problème, on ne va pas avoir besoin de le calculer. On dit juste que C bar appartient à un groupe fini, et donc on a évidemment, comme dans tous les groupes finis, le théorème de Lagrange qui domine les premiers pas hein, dans les groupes finis. Donc ça veut dire que C bar est d'ordre R, avec R, un diviseur ici du cardinal de GLD de Fp, ce qui va faire que CR bar, qui est égal à C bar R, hein, est égal à l'identité, bar, l'identité, la matrice identité de taille D. Donc ça veut dire que CR, quand on relève, ça va être l'identité de taille D modulo P. Puisque là, on avait réduit modulo P, c'est-à-dire plus P fois D, où D est une matrice à coefficient de taille D à coefficient dans Z. Voilà. Bien, alors maintenant, on va pouvoir regarder, c'est U indice NR plus J. Alors, on prend donc R, ce R-là, J, ben, quelconque de 0 à R-1, et on va regarder U, NR plus J, et il faut montrer que ça appartient à BP. Alors, donc ici, j'applique juste la formule, ça fait E1 transposé, C puissance, ben, bien sûr, je remplace N par NR plus J, U0. Bon, et maintenant, ben, vous voyez bien que là, ça va faire C puissance R, le tout puissance N, donc ici, ça va faire la matrice identité plus PD, puissance, donc ça c'est le C puissance R, mais le tout puissance N, fois C puissance J. Mais J il est fixé, hein. R est fixé, J est fixé. Bien, et fois U0. Voilà, ben maintenant il n'y a plus qu'à développer par Newton, et c'est la somme de I égale 0, de I parmi N, P puissance I, D puissance I, mais là on va multiplier à gauche par E transposé, E1 transposé, il y a le CJ et le U0. Alors tout est fait ici, hein. Donc ici on a une matrice de taille D, ici on a une matrice ligne, ici une matrice colonne, donc ça, ça va être dans Z. Hein. Alors pourquoi c'est dans Z? Je vous rappelle que D est à coefficient dans Z, C est à coefficient dans Z, E1 évidemment, et U0 aussi. Hein. U0 c'était les premiers termes hein, finalement de notre suite récurrente, tout est dans Z. Donc on a un DI dans Z et on voit bien que là on va poser ça égale BN. Et c'est fini pour le petit 1. Donc là on avait fait une bonne partie on va dire du problème. Et ça c'était subdivisé en beaucoup de questions. Et maintenant on va montrer qu'une telle suite, hein, une suite qui est sous cette forme là, eh bien elle a une certaine rigidité.
qui est semblable à celle des polynômes, même si ce n'est pas polynomial. C'est-à-dire, à partir du moment où elle est non nulle, eh ben, elle a un nombre fini de 0. Je ne l'ai pas dit, hein, mais ça impliquera évidemment le théorème de Skolem-Noether, puisque UN va se retrouver être réunion finie de suites qui sont soit finies pour ça, qui sont soit nulles, soit avec un nombre de zéros fini. Donc on a besoin de quelques préliminaires pour attaquer cette question qui, je vous rappelle, était admise dans le problème. Mais là, c'est la version rationnelle plutôt que péalique hein, de la solution. Donc les préliminaires. D'abord sur Q, on a cette p-valuation hein, bon, qui était étudiée dans le problème. Donc on prend R, un rationnel, il est de la forme A sur B avec A et B entier, et on a la p-valuation pour P premier, nu P, bah, c'est nu P de A moins nu P de B. Nu P de A, c'est l'exposant en P hein, de la décomposition de A en facteur premier, c'est bien défini, moins nu P de B, et on sait que ça ne dépend pas du choix de A et B pour représenter R. On montrait que nup de xy c'est nup de x plus nup de y, et que nup de x plus y est supérieur ou égal à min de nup de x, nup de y. Récemment, dans la vidéo sur les péadiques, hein, on montrait ça dans le cas de péadique. Alors maintenant, il y avait la formule de Legendre. La formule de Legendre, bon, elle est assez connue, mais bon, elle était aussi dans l'épreuve d'agrég. Donc c'est nup de factoriel n. Qu'est-ce que c'est? Forcément, d'après ça, c'est nup de k, la somme de k égale 0 à n. Maintenant, ça veut dire les nup de k, des fois, ça va être des 0, des fois, ça va être des 1, des fois, ça va être des 2, etc. etc. Maintenant, les 1 arrivent dès que n est multiple de p, sans être multiple de p2. Et ça, il y a un cycle de longueur P, d'accord? Tous les P, il y en a. Donc il faut regarder la partie entière de n sur P. Mais des fois, ça va devenir multiple de P2, d'accord? Donc là, l'évaluation, sans être multiple de P3, donc là, l'évaluation, la P-évaluation, elle va valoir 2. Donc il faut, par rapport à la valuation 1 qu'on avait, parce que c'était un multiple de P, comme c'est un multiple de P2, il y a un surplus, et on rajoute la partie entière donc de n sur P2, etc., etc. Donc en fait, bon, comme de toute façon, cette suite elle est nulle à partir d'un certain rang, on peut écrire sans problème, c'est la somme de s égale 1 à plus l'infini des parties entières de n sur ps. Bon, vous vérifiez ça, c'était dans le problème. En plus, je l'ai corrigé il n'y a pas longtemps quand j'ai fait la correction de l'épreuve, des premières questions de l'épreuve, on va dire. Alors maintenant, c'est inférieur ou égal, évidemment, ça c'est inférieur ou égal, on peut enlever ceci, mettre n en facteur, et on va tomber sur une série géométrique, et dont on vérifie facilement que cette série géométrique-là, avec le n devant, ça va être égal à n sur p-1. Donc on a cette inégalité que l'on va exploiter tout à l'heure, et qu'on appellera la formule de Legendre. Bien. Alors maintenant, on a besoin de ces polynômes-là, Pn de x égale somme de i égale 0 à n, de x moins 1, x moins i plus 1 sur factoriel i, p puissance i di. Pourquoi ils nous servent? Parce que p de n est égal à bn, hein, d'accord, ici. Voilà, j'ai juste développé ce truc-là, et posé x égale n. P de n égale bn, mais mieux, si n est plus grand ou égal à m, vous voyez que quand on va appliquer en m, eh bien, tous les termes entre m plus 1 et n de ceci vont être nuls, parce qu'on on aura dans cette suite-là 0, et quand on va faire le produit, ça fait 0. Ça fait que Pn de m est égal à Pm de m, puisqu'on peut aller jusqu'à m, et on applique en m, et donc ça fait Bn. Voilà, bon, c'est tout simple. On remarque aussi que Pn de x, c'est une z combinaison linéaire, je pars de x évidemment entier, hein, c'est une z combinaison linéaire de pi sur factoriel i, voilà, oui, il suffit de développer ça.
on va avoir des x puissance quelque chose, mais x est dans z, donc c'est z, c'est entier. Di c'est entier, donc il va y avoir que, et puis on va avoir des produits ici, mais donc on va avoir du p puissance i sur factoriel. Maintenant, on va poser, alors ça va être important, on va avoir des valuations, des p-valuations de polynômes. Qu'est-ce que c'est qu'une p-valuation de polynôme? On peut imaginer que la p-valuation d'un polynôme grand P, c'est le min des p-valuations de tous ces coefficients. Oui, mais on va filtrer ça. C'est-à-dire qu'on va dire que la p-valuation du polynôme grand P, mais filtré par K, c'est le min des nup des AI. Donc AI, c'est les coefficients, on a un polynôme dans Q de X. C'est nup des AI, le min, mais pour I supérieur ou égal à K. Ce qui fait que pour I supérieur ou égal à 0, bien sûr, on retrouve la p-évaluation du polynôme tel que je viens de la définir. Bien. Voilà, ça c'était les préliminaires. On va maintenant attaquer vraiment la preuve. Pour l'instant, on n'a presque rien dit à part la formule de Legendre. Ça, c'était des choses assez classiques. Mais la stratégie, c'est qu'on va supposer que ZBN est infini et montrer qu'alors B est nul, c'est-à-dire que pour tout cas, BK égale 0. Alors, allons-y sur cette stratégie. On va supposer que les zéros sont en nombre infini. Donc, on va prendre des zéros, on les ordonne. Voilà les premiers zéros. M1, le premier zéro, ensuite jusqu'à MI, ensuite strictement croissante. Et donc, on a MJ et BMJ égale 0, puisque c'est des zéros. Oui. Et je vais prendre N strictement supérieur à MI. Bon, alors ça va faire que Pn de Mj, d'après cette formule-là, puisque n est plus grand que tous les Mj, ici, c'est B de Mj, et donc c'est 0. Donc ça veut dire que Mj annule le polynôme Pn, qui est un polynôme de degré, vous voyez, qui est un polynôme de degré n. Bien, comme tous les Mi qui sont 2 à 2 distincts, annule Pn, ça va faire que Pn se factorise comme ceci. Donc ça, je le laisse de côté, et je vais parler de ce lemme. Dès qu'on a une factorisation, P égale x moins m q, avec m dans z, eh bien, j'ai mes p-évaluations filtrées, nup j de q, ici, est supérieur ou égal à nup j plus 1 de p. On monte d'un degré. D'accord? Ce qui est quand même curieux, mais vous allez voir que ce n'est pas difficile. Faisons la preuve. Alors, je vais prendre pour SI les coefficients de P, TI les coefficients de Q. Je vous rappelle que P est de degré n, Q de degré forcément donc n-1. Et donc Q est égal à P sur x moins m, mais comme P de m égale 0, je l'écris P moins P de m sur x moins m. C'est classique, c'est donc une Q combinaison linéaire de xk moins mk sur x moins m, bien sûr, et ça, c'est la série géométrique. Donc, en réordonnant un petit peu, je montre, bon, vous arrivez à vous convaincre facilement, que Tj, donc le coefficient en xj de Q, ici, on va le récupérer, et ça va être Sj plus 1, on va commencer par un Sj plus 1, plus m Sj plus 2, plus etc., plus n puissance n moins j plus 1, Sn. Sn, c'est donc le dernier coefficient, le coefficient le plus grand de P. Voilà. Eh bien, ça, comme on a cette formule, donc c'est juste la formule de la série géométrique, si on regarde bien, eh bien, on va prendre les nup j de q, donc le min des nup des coefficients à partir de j, eh bien, ça va être forcément supérieur ici, d'après cette formule-là, parce que là, ici, on a une somme. Les m, c'est des entiers, donc on peut dire toujours que c'est supérieur ou égal au min de tous les termes, donc au min de tous les Sj plus 1, donc finalement à nup de J plus 1 de P. Voilà, donc c'est supérieur ou égal à ça. Voilà, vous allez voir maintenant,
on a bientôt fini. Alors maintenant, à partir du lemme, ici, vous voyez bien que quand vous allez avoir plusieurs factorisations, i factorisation, ici, vous allez avoir une incrémentation dans le filtre, et donc vous allez avoir nup0 de qn est supérieur ou égal, et ça c'est nup de qn, finalement, c'est le min de tous les coefficients, puisqu'on a pris 0 ici, c'est supérieur ou égal à nupi de pn, puisque à chaque fois, on va ajouter i ici. Donc ça, c'est une récurrence triviale. Or, Pn, et on a dit que c'était Q combinaison linéaire de Pj sur factoriel J. Alors, regardons les nupés de Pj sur factoriel J. Donc ça fait J moins nupé de factoriel J, évidemment. Donc ça fait, c'est supérieur, d'après la formule de Legendre, à J moins J sur P-1, et ça c'est égal à J P-2 sur P-1. Bon, ça c'est clair. Donc ça veut dire que nupé de Qn, le min des nupés des coefficients de Qn, ça va être supérieur forcément à tous ces J là, et donc supérieur au min de ces J là, c'est-à-dire I, puisqu'on prend J supérieur ou égal à I, ici. Voilà, donc ça, c'est supérieur à ça. Très bien. Alors maintenant, dernière ligne droite. On prend K quelconque plus petit que N. Nupé de BK, c'est nupé de Pn de K, puisqu'on a dit que BK, c'était Pn de K, vu que N était plus grand que K. On l'a vu plusieurs fois. Bien. Maintenant, Pn de K, d'après cette formule-là, quand j'applique à K, comme ici, on n'a que des entiers, donc on n'a que des p-évaluations positives, ici, ça va être supérieur ou égal à nupé de Qn de K. Donc je ne fais pas grand-chose. Maintenant, Qn de K, c'est une combinaison linéaire, une Z combinaison linéaire des coefficients de Qn. Donc ça veut dire que nupé de Qn de K est plus grand que nupé de Qn. Ça, c'est juste les coefficients, sans le K. Et ça, on a vu que c'était supérieur ou égal à I P-2 sur P-1. Alors maintenant, I peut être pris aussi grand qu'on veut, puisqu'on a dit que Z était infini. Donc on peut prendre une suite infinie ici. Ça va faire que nupé de BK va avoir une P-évaluation aussi grande qu'on veut. Oui, mais ça, c'est pas possible, parce que la puissance de P, elle est bien définie. Il n'y a que 0 qui peut avoir une puissance infinie aussi grande qu'on veut de P qui divise BK. Bien, donc ça veut dire que quel que soit K inférieur ou égal à N ici, BK égale 0, et donc N étant arbitrairement grand, voilà, ça fait que la suite est entièrement nulle. Voilà, c'est un joli théorème de rigidité de Skolem-Mahler. Voilà, maintenant on va passer à un petit épilogue. Alors voici pour l'épilogue. Alors pourquoi on parlait de ZP, de p-adique oui, les preuves ici de Skolem-Mahler peuvent se faire en p-adique. C'est-à-dire qu'on a que cette suite BK, on peut la voir comme une série entière sur ZP, l'ensemble des p-adiques, et on arrive à faire de l'analyse p-adique en remplaçant la norme par cette distance. Alors ça, j'en ai parlé récemment sur les p-adiques. Et en fait, avec ces séries entières, on va avoir un théorème des zéros isolés, exactement comme dans l'analyse complexe. C'est exactement le même principe, où on peut factoriser des choses et avoir une multiplicité d'un polynôme, comme pour les fonctions holomorphes. Et donc on a un principe des zéros isolés, comme dans les fonctions holomorphes. Juste, ça nous demande une norme, mais là, cette fois-ci, c'est la norme p-adique. Et comme ZP est compact, ça, dans la vidéo que j'ai faite sur ZP, je l'ai démontré, les zéros étant isolés, il y a un nombre fini de zéros, puisqu'il ne peut pas y avoir de points d'accumulation dans un compact. Voilà, et c'est pour ça qu'on avait, pour quelque chose de non nul, c'est exactement comme le fait qu'une fonction holomorphe qui a des zéros non isolés, forcément elle est nulle.
C'est exactement la même chose. Donc ça peut peut-être vous engager à aller regarder du côté du PADX, où ce genre de méthodes sont très agréables, mais on ne va pas le trouver justement. Le problème a soigneusement évité cette partie-là. Parce que à mon avis, ça devait être très très difficile de l'intégrer dans un problème d'agrégation interne. Maintenant, le théorème s'appelle théorème de Skolem, Mahler, et puis Leck aussi. Ils ne l'ont pas fait ensemble, mais simplement ils ont chacun donné leur contribution en regardant sur des corps différents. Et en fait, vous avez des corps de caractéristiques 0, et puis après sur d'autres corps. Mais donc sur Q, on l'a vu sur Q, on peut le voir sur les péadiques, on peut le voir sur des corps de caractéristiques 0 aussi, un peu plus durs. Et vous avez un contre-exemple, maintenant, sur lequel le théorème ne marche pas. C'est si on prend pour corps de base fp de t. Donc c'est l'anneau des polynômes sur z sur pz à indéterminé t. Alors, vous allez voir, il est quand même il est quand même sympa ce contre-exemple, il est vite vu. Vous prenez un, une suite récurrente linéaire sur K, avec U0 c'est moins 1, U1 c'est 0, et U2 c'est 2t. Et le polynôme caractéristique de la suite récurrente linéaire, donc finalement sa récurrence linéaire, le polynôme caractéristique c'est x moins t plus 1, facteur de x moins t, facteur de x moins 1. Donc ça veut dire que un plus 1, ça va être une combinaison, vous avez l'habitude probablement, puisque les racines du polynôme caractéristique sont simples, ici, donc il va y avoir t plus 1 puissance n, t puissance n et 1 puissance n. Maintenant, on regarde, celle-ci marche bien, puisque bon, c'est une base, donc il y a unicité. Donc pour 0, bah, ça va faire 1, moins 1, ça fait moins 1. Pour 1, ça fait t plus 1 moins t moins 1, ça fait 0. Et puis pour 2, ça fait t plus 1 carré moins t carré moins 1, ça fait 2t. Donc c'est ça. Vous avez donc un égale ça. Alors, quand est-ce qu'un s'annule? Eh bien, exactement, puisque t est une indéterminée, un va s'annuler exactement quand la énième ligne du triangle de Pascal est nulle modulo p. Parce que là, on va avoir tous les éléments du triangle de Pascal, et nul sauf les extrémités, évidemment. Bah oui, mais ça, c'est pour les p puissance k. Je l'ai déjà fait dans un... si vous voulez voir une preuve en vidéo, vous le voyez sur une vidéo qui s'appelle Triangle de Pascal fractal, ou fractal dans le triangle de Pascal, quelque chose comme ça. C'est exactement pour cela. Mais ça, bah, ça ne contient... c'est pas une réunion finie de suite arithmétique. Voilà, c'est ce que je disais au tout début. Donc voilà, c'est terminé, on a fait le tour du théorème de Skolem-Mahler.